J'ai le plaisir de vous recevoir, vous et notre public, nos auditeurs sur Maxi Martinique 107.1 et 107.3 FM et en simultané vidéo sur gtmac.fr pour la grande émission automoto de fin de semaine en prime time, les experts automoto. Comme tous les vendredis à 19h, les expertes et les experts automoto de Martinique sont avec gtmac.fr et Maxi Anti à l'arrobase du Casino Batelière Plaza pour traiter l'actualité automoto d'ici et d'ailleurs. Ce soir, nous sommes avec vous grâce à Speedy Martinique, API Martinique Pièces Auto, l'arrobase, le restaurant du Casino Batelière Plaza, Label Web et gtmac.fr. Et merci au personnel de l'arrobase qui nous accueille et qui vous accueille pour des dîners spectacles du mardi au samedi au Casino Batelière Plaza. Avant de débuter notre émission, n'oubliez pas chaque semaine de retrouver tout le sport sur RMC Anti, sur Maxi Anti, donc 107.1 et 107.3 FM. Et le matin à 7h05 et 8h05, retrouvez-moi pour l'instant auto pendant la matinale d'Apolline de Malherbe. Et juste avant, le Super Moscato Show. Tu connais le Moscato Show, Eric ? Bien sûr. Ah ouais, Moscato, Vincent Moscato, il nous fait un sacré truc. Allez, ce soir, on parle plus que jamais de nouvelles mobilités en Martinique, de voitures électriques, de voitures hybrides, mais aussi de points de charge sur notre île. Allez, on va se poser la question, est-ce que acheter une voiture électrique, c'est vraiment écolo, plus écolo qu'un véhicule thermique ? Pour répondre à toutes ces questions de transition énergétique finalement et de nouvelles mobilités aux Antilles, j'ai invité pour vous Lucas Niédu, qu'on a déjà reçu dans l'émission, Oui. Voilà, qui est chargé de mission à l'AVER Martinique. On verra de qui dépend l'AVER, quel est son rôle, etc. Et un peu plus tard dans cette émission, avec Éric Rouget, nous recevrons Aurore Nietti, mécanicienne moto. Elle a ouvert son garage de réparation moto au Robert. Au Carbet, pardon, parce que, décidément, ça c'est Eric, hein, c'est ta fille. Et il s'appelle Caligarage. Donc Caligarage comme qualité, je suppose. C'est ça. Voilà. Bon, on est super content d'avoir une jeune femme qui ouvre un magasin moto, c'est quand même relativement rare. En Martinique, ça, c'est extraordinaire. Ouais. On a reçu Son Moto la semaine dernière, on aurait pu la recevoir dans l'émission finalement. Mais vous êtes concurrent peut-être, non ? Ah, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Tu vas voir les différences après entre les deux. On va pouvoir discuter. Deux concepts différents. Discuter de tout ça. Bon, eh ben, avec plaisir en tout cas. Donc, je vais essayer de ne pas t'appeler Isabelle, puisque j'ai appelé la dernière invitée Isabelle alors qu'elle s'appelait Sophie. Là, on est bien avec Aurore Nietti. Ça nous fait plaisir. Merci Nicolas d'être là, Nicolas Niédu. Lucas, mais décidément, je le fais exprès en fait. Soir. Non, mais je le fais exprès. Merci Lucas. Pourquoi Nicolas ? J'ai Lucas a dit, j'ai un souci. C'est le retour, c'est les premières émissions. Tu sais, c'est compliqué le retour. Allez, Lucas, bien sûr, donc de l'AVER. Alors, est-ce qu'on peut fixer un petit peu ce qu'est l'AVER pour bien comprendre de qui tu dépends, par exemple, déjà, et puis quel est ton rôle, finalement, en termes de nouvelles technologies en particulier ? Tout à fait. L'AVER, c'est une association créée par différents membres fondateurs, dont le but, en fait, c'est de faire la promotion de la mobilité durable et plus particulièrement de travailler sur les sujets de mobilité électrique. Donc, transition des véhicules thermiques vers les véhicules électriques. Augmentation du nombre de points de charge sur le territoire et surtout un gros sujet autour de la sensibilisation. Donc il y a plusieurs membres fondateurs qui sont principalement les membres du comité PTME, donc Programme territorial de maîtrise de l'énergie. D'accord. On a EDF, le SMEM, la collectivité de Martinique qui pilote l'association, l'ADEAL, la CCIM, Contact Entreprise. Donc c'est ces différents membres fondateurs-là qui ont désiré avoir une association référente donc en matière de mobilité durable et de mobilité électrique. Alors on peut rajouter Martinique Transport et la CCI, pardon, et Martinique Transport, oui, voilà, tout à fait. Donc tous ces gens-là, alors quelle est leur relation avec l'ADEME par exemple ? Alors l'ADEME, ils ont été d'une grande aide à la création de l'association parce qu'ils ont été financeurs. D'accord. Donc quand ils sont financeurs, ils ne peuvent pas être membres fondateurs. D'accord. Donc, mais ils nous ont accompagnés tout au long sur différents programmes. Sur la montée en compétences du chargé de mission, donc quand j'ai pris le poste, et puis sur le financement de A à Z de l'association. D'accord. Alors, on revient sur les missions de l'AVER. Alors, l'AVER France, l'AVER Martinique, finalement, les missions sont les mêmes. Est-ce que je me trompe ou pas ? Oui, à la différence près que l'AVER France, ils sont sur le national. Donc eux, ils vont vraiment fédérer toutes les AVER régionales. Il y en a plusieurs, donc dans chaque région de France. Mais vous en faites partie donc ? Nous, voilà, on en fait partie. Donc on fait partie de ce réseau-là. D'accord. Mais l'AVER France, ils sont beaucoup plus fédérateurs. Et ils vont, on va dire, impulser les dynamiques au niveau des différentes AVER régionales, qui gardent malgré tout leur propre tracé. D'accord. Alors, pour bien comprendre quel est le rôle de l'AVER, quelle est la fonction réelle, on va dire sur le terrain, d'accord, de l'AVER,
on parle d'influenceur finalement quelque part. Est-ce que l'AVER est un influenceur pour que le consommateur comprenne l'intérêt de passer sur un mode plus écologique de mobilité? Comment s'y prend l'AVER? On parle de formation par exemple. Formation, beaucoup de communication, de sensibilisation, donc auprès de 3 grandes cibles, donc qui sont les élus acteurs locaux, les professionnels de l'immobilier et les étudiants. Donc ce sont les cibles qu'on a privilégiées justement pour que le message puisse passer. Et c'est vraiment une association à but non lucratif, donc sur des fonds publics, où on n'a pas d'intérêt à favoriser, favoriser quelconque technologie ou quelconque concessionnaire ou autre. Donc on va vraiment apporter un message objectif et l'idée c'est d'avoir le fond de la pensée le plus clair possible et d'avoir on va dire un réseau de communication le plus clair possible. Donc ce que tu veux dire par là, alors déjà il y a une montée en puissance de l'AVER sur la formation, c'est ce qu'on vient de se dire. Mais l'idée, c'est vraiment d'accompagner en fait l'utilisateur potentiel, celui qui est peut-être en véhicule thermique, en véhicule diesel, l'accompagner sur un changement de stratégie finalement et de partir sur les objectifs qu'a fixé l'État de 2035 sans moteur thermique par exemple, 2050 tout à donc. fait. C'est pour ça que vous visez les étudiants un petit peu. Oui, les étudiants, parce que futurs les consommateurs de utilisateurs. Donc demain, c'est une sensibilisation, parce qu'on parle de formation, donc si c'est une formation, c'est plus qu'une sensibilisation. Alors pour les étudiants, ça va être plus de la sensibilisation, D'accord. et pour on va dire les acteurs du territoire, ça sera plus une formation donc qui est plus poussée en 2 modules, où là vraiment on va voir quelles sont les obligations, quelles sont les aides possibles pour installer soit des points de charge, soit pour acquérir des véhicules, quelles sont les obligations à venir également pour qu'ils puissent être dans une démarche de prévision et pas d'arriver face à une obligation et d'être embêté par la suite. Donc voilà, ça va être vraiment cette idée-là, revenir sur un certain nombre d'idées reçues également. Oui. Alors justement, on va y venir, parce que c'est les. Il y en a pas mal. On reçoit, j'ai presque une bêtise, mais on reçoit 5000 mails par mois pour nous dire oui, mais bon, on a une ligne éditoriale qui est quand même assez sur les nouvelles mobilités et toujours les mêmes questions reviennent. Alors justement, je te pose la question, Lucas, concernant l'autonomie, en particulier des véhicules électriques. Un des freins d'achat, c'est de dire oh là là, mais j'ai pas assez d'autonomie et en plus, il n'y a pas de borne en Martinique. Alors, tu vas me dire si j'ai raison ou pas. La problématique comment dire, de l'Hexagone n'est pas tout à fait la même que celle de la Martinique. Pourquoi ? Parce qu'en Hexagone, on fait beaucoup de kilomètres. En Martinique, on fait 65 à 90 km maximum par jour quand on n'est pas commercial. Là, la donne est un petit peu différente. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de points de recharge particuliers sur le trajet. On recharge le matin ou le soir, à la maison, généralement, ou dans l'entreprise, mais on n'a pas besoin de bornes sur le trajet. Vrai ou faux ? C'est ça, vrai. En moyenne, le Martiniquais fait 23 km par jour. Ouais, voilà. Donc pour le coup, c'est très peu. Dans l'Hexagone, ça rapproche plus de 30, donc il n'y a pas une énorme différence non plus, à la différence près que là-bas, on part en vacances, souvent en voiture. C'est ça le problème. Et que là se pose le problème de l'autonomie des véhicules électriques, où il faut changer sa façon d'utiliser les véhicules, ce qui n'est pas le cas ici. En réalité, il se pose que pour ses vacances en fait. Tout à fait, ouais. Au quotidien, le problème est moins réel. Ça fonctionne. En tout cas, c'est une vraie contrainte qui est éliminée finalement en Martinique. La contrainte du départ en vacances avec les 600 ou 700 km à faire et trouver les 3, 4, 5 bornes dont on a besoin sur le trajet. Moi, je le sais parce que j'en ai fait l'expérience en louant une voiture électrique. C'est vrai qu'arriver à aller plus que 50, 60 km d'autonomie et voir qu'à 20 km, la prochaine station, la borne ne marche pas. Oui. Là, c'est compliqué. Après, les autonomies augmentent aussi sur les nouvelles générations de... Alors voilà, on va revenir à l'autonomie, mais c'est clair que déjà, on élimine ce problème en Martinique. On élimine ce problème, oui. Alors après, l'autre idée reçue, c'est oui, mais en Martinique, on a beaucoup de mornes. Donc on monte, on descend, on monte beaucoup et on descend peu. Donc du coup, l'autonomie des voitures, elle en prend un coup. En sachant qu'une voiture aujourd'hui, en moyenne, c'est 400-450 km d'autonomie, largement suffisant si on les compare aux 23 km qu'on fait par jour ici sur notre île. Alors, vrai ou faux ? Les collines, les montées, la configuration de l'île ? Il faut savoir que les véhicules électriques sont en général plus puissants. Donc, c'est-à-dire que quand on prend le modèle de base, un modèle équivalent, le véhicule électrique sera toujours plus puissant. Donc, il n'y a aucun souci pour monter les bornes. La technologie fait que la transmission se fait directement vers les roues. Donc il y a de la reprise, c'est des véhicules automatiques, sans boîte de vitesse, donc extrêmement fluide dans tout ce qui est courbe, côte, etc. Et au final, ce qui use le plus la batterie, c'est pas les pentes, c'est la grande vitesse. Donc c'est au-dessus de 110-120 km/h. Ce qui est impossible ici. Ce qui est légalement impossible normalement. Oui, donc, légalement impossible, enfin bon. Légalement impossible.
C'est bon. Donc pour le coup, le relief n'est pas une difficulté, ni l'utilisation de la clim, et on sait que l'île est particulièrement touchée par les embouteillages. Dans les embouteillages, on ne perd pas énormément de batterie. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de difficulté. D'accord. Ok. Alors, du coup, on a quand même des points de charge, et d'ailleurs, ça augmente les points de charge. 187 points de charge publics en 2025 contre 64 en 2021. Ce sont tes chiffres, Lucas. Donc, alors, à quoi ils servent les points de recharge finalement, du coup? Une fois qu'on a dit tout ça. C'est souvent de la recharge à destination, c'est-à-dire de la recharge sur des parkings. Les personnes, elles viennent, elles se garent pour aller faire leurs courses ou aller faire une activité ou autre. Ils ont la possibilité de pouvoir recharger leur véhicule, récupérer 20-30%. Il y a également des chargeurs rapides qui sont installés de plus en plus dans certaines stations-service. Donc là, ça permet vraiment à quelqu'un qui se retrouve un peu en difficulté de remplir sa batterie au maximum. Enfin, ce que je dis souvent aux gens, c'est que si vous n'êtes jamais tombé en panne d'essence, vous ne tomberez jamais en panne de batterie. Voilà, il suffit de regarder la jauge. À partir du moment où on voit qu'elle descend un petit peu trop, on se branche. La principale contrainte, ça va être pour les gens qui n'ont pas la possibilité de se recharger à domicile et qui n'ont pas la possibilité de se recharger au travail non plus. Oui, ça existe quand même. Ça existe. C'est plus compliqué déjà. Et là, on rentre dans une phase où c'est plus compliqué et une des solutions, ce serait de proposer de la recharge en voirie, donc la recharge publique en voirie, ou par exemple des parkings hub autour de quartiers qu'on identifierait. Où c'est impossible de mettre des bornes parce que pas assez de stationnement ou pas de stationnement pour chaque logement. Et à ce moment-là, avoir un hub, je sais pas, à 5 minutes à pied, les personnes elles viennent, elles se branchent, elles rentrent chez elles, le lendemain elles reprennent leur véhicule. Et voilà, c'est une des solutions, mais c'est vrai que c'est le principal frein. Qui serait à l'origine de cette mise en place, de cette solution justement? Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un hub? Alors un hub, ce serait vraiment comme un petit parking vraiment qui va accueillir les véhicules pour se recharger. Vraiment réservé, un parking réservé à la recharge. Voilà. Donc qui pourrait mettre en œuvre cette politique Cette politique, les responsables de la voirie, c'est les communes. Donc pour le coup, qui est l'influenceur là? C'est vous, l'AVER? C'est l'AVER qui peut influencer? On va forcément les aider, les conseiller. On a le syndicat mixte d'énergie qui récupère la compétence au niveau des IRVE, donc des infrastructures de recharge de véhicules électriques des communes, qui eux sont des spécialistes. Donc souvent, ce qu'on conseille aux communes de faire, c'est de transférer la compétence au SMEM. Et eux, derrière ça, ils vont s'occuper de faire une politique autour des bornes. Les communes sont à l'écoute de ça en Martinique? Ça dépend desquelles. En général, les grosses communes, elles ont les services nécessaires pour le gérer en interne. Donc, elles vont privilégier le fait de garder la compétence. Mais il y a des plus petites communes qui n'ont peut-être pas les techniciens, peut-être pas les ressources nécessaires. Où là, ça va être plus intéressant de la transférer au SMEM. Ceci dit, 2035, c'est là pour eux aussi, les communes. Tout à fait. À un moment donné, il faudra qu'elles rendent des comptes si jamais elles mettent pas en place les politiques nécessaires pour pouvoir le faire. Les véhicules des communes seront électriques. Aussi, 100% électriques. On y reviendra de toute façon. Ce sera même un exemple, normalement. Exactement. Une autre question que nous posent beaucoup d'utilisateurs de gtmag.fr, c'est l'électricité dédiée par EDF, c'est-à-dire tout ce qui est électricité verte. C'est à peu près 25% de la production en Martinique. Est-ce que cette électricité dédiée, normalement, est-ce qu'elle va bien aux véhicules électriques? Est-ce qu'elle va bien aux bornes de recharge? Ou est-ce que c'est l'électricité qui est produite par le pétrole de la centrale? Non, il n'y a pas de l'électricité verte, elle n'est pas dédiée à la recharge des véhicules. Il faut voir la chose comme un ensemble. Je rappelle que c'est une idée reçue. Oui. Il faut vraiment voir la chose comme un ensemble. L'électricité verte, il y a un besoin en électricité, qu'il soit pour les véhicules ou autre, le besoin il existe. Donc la part d'électricité verte, plus elle va augmenter, plus ce sera intéressant pour les véhicules, mais elle n'est pas dédiée à ça uniquement. D'accord. Voilà. C'est pas lié directement. Ok. Alors, si on regarde le marché comme il est maintenant en Martinique, c'est à peu près 3000 véhicules électriques vendus sur entre à peu près 15 000 véhicules vendus chaque mois. On n'a vendu que 3000 voitures électriques. Alors non, 3000 c'est le parc de VE sur le parc total. Donc c'est sur 3000 véhicules sur 200 000 véhicules. Oui, c'est ça, c'est bien ce que je dis. Donc 3000 véhicules sur 15 000 qu'on vend normalement chaque mois. On vend 15 000 véhicules de tout type, hybrides en particulier, diesel, essence. Alors le chiffre de 3000 véhicules électriques, c'est vraiment à mettre en comparaison avec le parc total. Le parc 200 total, 000 véhicules, c'est pas un chiffre de vente par mois. Oui, d'accord, ça va. Le nombre de ventes moi qui de véhicules électriques de... par mois, c'est à peu près 150. D'accord. Comparé aux véhicules vendus. Aux véhicules classiques. Donc actuellement, on a un parc qui n'est pas énorme, comparé à l'Hexagone notamment. Mais malgré ça, ça augmente.
C'est en augmentation. de façon Je exponentielle. voulais poser la question, c'est ça, c'est en augmentation. C'est en augmentation. Chaque année, ça augmente. Alors, ça représente, en pourcentage, ça représente combien? 5% en 1%. moyenne? Ah, c'est 1%. Ouais, c'est vraiment pas 1%. beaucoup. Ah, c'est pas beaucoup. Ouais. Mais ça va aller de plus en plus vite, sachant qu'il y a les obligations jusqu'au niveau de tout ce qui est collectivité, et qu'il y a quand même de plus en plus de personnes qui se tournent vers les véhicules électriques. Alors, il y a un autre phénomène aussi, c'est que les véhicules hybrides prennent le dessus sur le marché à l'échelon européen, à l'échelon national. En Martinique, enfin la Martinique, il passe aussi finalement quelque part. Les gens ont préféré, juste pour tous les problèmes que posent potentiellement dans l'esprit des gens les véhicules électriques, ils ont préféré donc y associer un moteur essence avec Ouais. l'hybride. Ouais. C'est vrai que ça aide aussi les constructeurs. Donc quel est le Ils ont- problème ils ont pour la VR? trouvé le créneau de l'hybride. 2035, ça concerne les véhicules hybrides, de toute façon, quoi qu'il arrive. 2050 aussi. 2035, il n'y aura plus de véhicules hybrides. C'est vraiment une technologie de transition. Technologie que je ne considère pas parfaite parce que ça cumule les deux sources de panne. Ouais. Donc, Ouais. on a des fois des pannes sur la partie électrique qui fait que la partie thermique fonctionne moins bien et inversement. Donc, d'autant plus qu'on a la micro-hybridité. Donc là, c'est un petit peu technique, mais il y a deux types de véhicules Oui, hybrides. La on peut en parler. micro-hybridité type... Donc le ce sont véhicule, des il se véhicules recharge avec un pas. véhicule thermique, mais une batterie de 48 volts en Voilà, général. une petite batterie. Petite batterie Mm. qui joue sur les vitesses ou sur l'accélérateur. Donc là, on n'a pas besoin de le recharger. Ça C'est- a une autonomie de quelques kilomètres seulement. C'est ça, plutôt en ville au démarrage. voilà. Mais on s'est rendu compte que c'est mieux. Si on l'utilisait bien, les véhicules hybrides rechargeables seraient mieux dans l'absolu. Sauf qu'ils sont mal utilisés. Il y a une étude très sérieuse qui a été menée sur le plan européen. On s'est rendu compte qu'un véhicule hybride rechargeable, à la fin de son cycle de vie, il est plus polluant qu'un véhicule thermique. C'est ça. Pourquoi Parce que les gens ne rechargent pas. Donc l'impact écologique est pas, il est Donc pas bon, en l'impact fait. n'est pas bon. Parce qu'il y a une mauvaise utilisation. Les gens, des fois, ils rechargent une fois tous les mois et demi. Du coup, ils roulent principalement en thermique. Et donc, ils tirent la batterie avec l'énergie thermique. Donc, ça consomme plus de carburant. Et donc, au final, le véhicule hybride rechargeable est plus polluant qu'un thermique simple. Donc en fait, les constructeurs nous vendent. Alors là, ce n'est pas les constructeurs, c'est plus les utilisateurs qui s'en c'est servent plutôt mal. la faute de l'utilisateur. Voilà, Ok. s'ils l'utilisaient bien, ils rouleraient. Parce qu'on a sur ces véhicules-là environ 70 km d'autonomie. Donc, si tous les jours ils se branchaient, ils rouleraient pratiquement qu'en électrique. Voilà, qu'on Et donc là, l'impact serait très positif. Sauf que comme ils ont la possibilité d'avoir le moteur derrière, ils se disent bon, c'est pas grave, je rechargerai après. Au final, ils s'en servent comme ça et ça devient plus polluant. Peut-être Donc, des il y a- conseils à donner aux utilisateurs. Alors à ce moment-là. Alors pour les personnes l'utilisation, voilà. qui prennent la peine d'acheter des véhicules hybrides rechargeables, vraiment pensez à le recharger le plus souvent possible. Pas besoin d'avoir une borne, on peut installer des prises renforcées et tous les soirs se brancher à la prise renforcée, comme ça la batterie Donc sera c'est-à-dire au plein. à la maison en fait, À sans la borne. maison, Mm. si c'est possible, ou au travail, c'est l'autre solution. Donc oui, vraiment pensez à recharger sur ces véhicules-là. Aurore, tu roules avec quel véhicule toi du coup? Tu peux le dire, hein, c'est pas méchant. Hein. T'es dans la nouvelle mobilité ou pas encore? Pas du tout. Pas Moi, du j'ai tout. que des motos. Donc, Ah, t'as que des motos, d'accord. T'as pas de voiture en fait. Non, je n'ai D'accord. pas de voiture. D'accord. Mais t'aurais pu avoir une moto électrique par exemple, ou un scooter électrique. Oui, j'aurais pu. C'est pas T'aurais encore pu. trop développé. Je pense pas qu'en Martinique, on est beaucoup. Alors, il y a eu un magasin de mobilité qui avait ouvert l'année dernière et puis Plusieurs, oui. Ouais. finalement qui ont fermé, un pour des causes pendant les manifestations et puis À cause de la mer en fait, l'autre non? pour des causes économiques. Et c'est vrai que c'est pas très très développé aussi. C'est un peu comme. Non, il y a eu la un sale coup de voiture, l'État en fait. C'est vrai honnêtement, puisque bon au départ l'État quand même donne une prime qui est plutôt avantageuse. Je crois que c'est 1500 € pour les Alors, entreprises. C'était spécifique à la Martinique, ça. Et en plus, c'était spécifique à la Martinique. Et du jour au lendemain, du fait des problèmes qu'on avait de changement de gouvernement, C'était fait une que erreur. ils ont arrêté ça En et fait, ça a fermé tous les magasins en fait. Le bonus écologique de l'époque, il mentionnait que dans les DOM, Oui, il y avait 1000 € de bonus supplémentaires pour Ouais. tout type de véhicule électrique. c'est ça. Sauf que 1000 € sur une voiture à 35 000 et 1000 € sur un véhicule à 2500, c'est pas du tout la Pas même du chose. tout la même chose. D'où le créneau qui a été pris par ces vendeurs de motos Bien sûr. qui ont eu raison parce que c'était beaucoup plus Bah oui. intéressant. Et c'était pendant très longtemps la seule chose qui était moins chère en Martinique que dans l'Hexagone. Oui, bien sûr. Et les petites motos électriques ici. Ça s'est développé pendant un moment, mais on voit maintenant que ça. Maintenant qu'il n'y a plus LED, Voilà. ça marche plus. Il y en a quelques-uns qui en ont profité en tout cas et ils ont Ouais. fait des belles affaires. Hein. C'est ça. On a vu des motos partir à 400 €. Oui, c'est ça, parce que le prix était à 1006, avec moins 1000, ça faisait 600. 600. Donc c'était très intéressant, rapport qualité-prix. Ça a été voilà. un coût fabuleux bon. pour ceux qui en ont profité. Et,
pour les voitures, il n'y avait pas aussi des problèmes d'importation avec Pour le transport, tout ce tu qui veux était dire. transport? Oui, il y avait quelques difficultés. Est-ce que ça s'est réglé? Parce que ça aussi, c'était un On frein. parle des batteries, peut-être, non? Des batteries électriques, c'est ça, non? Tous les véhicules électriques, Mm. beaucoup de transporteurs maritimes ne voulaient plus Ne les voulaient plus prendre. les Est-ce que ça a transporter à cause évolué? des- Ça a été réglé en Ouais. partie. Ça a Oui, été c'est réglé. Il y a eu quelques soucis d'incendie, mais le principal souci, c'est pas que le véhicule prend feu, c'est qu'une fois qu'il a pris feu, c'est très difficile à contenir. Ouais. Donc, ils ont mis notamment des trappes sur les véhicules, ce sont les trappes à pompiers où ils peuvent noyer la batterie. Donc ça, c'est une première chose. On nous a parlé pendant un moment de conteneurs réfrigérés. Les conteneurs réfrigérés, c'est pour les véhicules d'occasion. Donc c'est les véhicules qui ont déjà été mis en service. Les véhicules électriques qui arrivent en Martinique sur les navires rouliers, ils ne sont pas en conteneurs réfrigérés. Ils sont juste sur le navire avec les véhicules thermiques. Puis après, ils les descendent quand ils arrivent. Donc, on a trouvé les solutions en fait pour le transport. ça y Oui, est, ils ouais. privilégient un taux de charge entre 30 et 40% pour limiter le risque. Mais les principaux risques d'incendie, c'était vraiment quand les véhicules étaient dans des conteneurs et où là, la chaleur monte énormément. Mais quand ils sont sur des navires rouliers, il n'y a pas de souci. Alors, on revient au rôle de la verre et donc on vient de brosser un peu les problèmes qu'on avait avec les véhicules qu'on appelle BEV, les véhicules donc électriques. Quelles sont les actions que vous pouvez avoir donc pour justement faire passer cette population sur le véhicule électrique plutôt que le véhicule hybride ou que le thermique maintenant et le diesel puisque... Bah, ça va passer beaucoup par l'essai. Donc, on organise par exemple des journées VE où on va inviter différents acteurs à venir tester les véhicules pour revenir justement sur les idées reçues d'autonomie, de puissance, sur le fait que oui, mais si je prends la côte, je vais pas pouvoir doubler, etc. Donc le mieux, quand c'est comme ça, c'est de les faire tester. Bien sûr. Donc on les amène face au véhicule, on leur fait une prise en main, on leur explique comment ça fonctionne. Et c'est vrai qu'en général, les personnes repartent convaincues. Alors pas forcément, ils vont aller acheter un véhicule électrique en repartant, mais au moins ils ont compris que c'était une technologie qui fonctionnait, et que c'était quelque chose de plutôt positif. D'accord. Et est-ce que concrètement, vous voyez une différence, je veux dire, une fois que ça s'est fait, une fois que les tests sont faits, est-ce que vous voyez que les gens changent d'attitude vis-à-vis de ce véhicule électrique? Oui, alors il y a des gens qui sont déjà convaincus, donc là bon, on est en terrain conquis, mais souvent on est face à des gens qui sont très réticents et on se rend compte souvent que ce sont les plus réticents qui ressortent là avec un état d'esprit changé. Et comme tu m'avais fait essayer la moto électrique Energica, là, moi je suis pur combustible. Donc Motard, j'ai quoi, un j'étais vrai tout motard. à fait contre. Un peu Et comme en Aurore, fait, sûrement. en ayant essayé la moto, ça m'a fait vraiment changer d'avis sur les capacités de la moto électrique. C'était vraiment assez impressionnante même. Ah, mais c'est vrai qu'il y a une grosse réticence qui était la mienne aussi au départ, parce que c'est quelque chose de nouveau, on n'a pas l'habitude. Même si moi je me rappelle quand même que quand j'étais petit, le grand rêve c'était d'avoir des véhicules qui fonctionnaient avec autre chose que de l'essence. Et on pensait aux véhicules électriques comme si c'était quelque chose un petit peu d'inatteignable. Maintenant on y est. Ce qu'il faut savoir, c'est que en termes d'utilisation, de confort de conduite, etc., il n'y a pas photo, c'est plus agréable. Ça finira par être plus fiable. Donc là-dessus, moi, j'en suis convaincu. Et ensuite, il y a quelque chose à prendre en compte, surtout en Martinique, c'est qu'au niveau de la qualité de l'air, même si on a une production d'énergie qu'on peut taxer de fossile, donc il y a un rattrapage qui est moins efficace que l'Hexagone à ce niveau-là, mais sur la qualité de l'air, on y gagne. Donc c'est-à-dire que soit le conducteur et toutes les personnes qui entourent le conducteur, on va y gagner énormément sur la qualité de l'air, et là, c'est un vrai sujet ici. Puis c'est générationnel aussi. Nous, on est un petit peu plus vieux. Toi, tu es déjà dans l'esprit d'avancer avec ces véhicules électriques, un peu comme les portables qu'on a connus au tout début, nous. Mais les gens de ta génération, ils sont directement dans la voiture électrique. Ouais, c'est tout à fait. Je prends des fois cet exemple en disant, moi, à l'époque où les smartphones sont sortis, mon père m'a dit jamais de la vie, voilà, moi, c'est son téléphone fixe, etc. Et maintenant, c'est le premier à m'envoyer des réels sur bien sûr. les différentes applications. Donc voilà, à partir du moment où la technologie est efficace, je pense qu'il n'y a pas besoin d'obliger les gens. Ouais, puis c'est très franco-français aussi. Regarde, quand la ceinture sécurité est sortie, il y a plein de gens qui ne la mettaient pas en disant je vais mourir brûlé dans ma voiture, voilà, etc., etc. Puis bon, finalement, les gens ils changent. Aurore, tu es d'accord avec ça ou pas? Oui, je suis relativement d'accord. Moi, j'ai quand même une petite question sur le côté polluant. Alors, peut-être que c'est du on dit, mais on dit que la voiture électrique pollue à la construction et qu'au final, elle serait plus polluante que la voiture thermique sur sa durée de vie. Alors, c'est vraiment des on dit. C'est vrai.
Alors, elle est plus polluante à sa construction, ça c'est vrai. Et souvent, les gens ils prennent le schéma que de la construction en disant on nous ment, c'est plus polluant, effectivement, parce qu'il y a la production de la batterie donc qui rentre en compte. Après, par contre, on va avoir un rattrapage au cours de l'utilisation du véhicule, donc il ne va pas émettre de polluants à l'échappement. Et en fin de cycle de vie, le véhicule il est 5 fois moins polluant que le véhicule thermique ça en c'est termes sûr et certain. d'émissions de CO2. Toutes Alors, les études qui ont ça été c'est un faites. chiffre hexagone. Ouais, mais Ici, toutes les ça va études être qui ont été faites confirment. beaucoup plus à relativiser parce qu'on a une production d'énergie thermique. Malgré tout, on établit que c'est entre 15 et 20% le gain qu'on va avoir en utilisant un véhicule Tu avais dit électrique. combien le pourcentage d'électricité verte en Martinique, hein? 25%. Ah oui, Ouais, je trouve ouais. que c'est pas mal, moi. Hein, quand C'est pas même, mal. déjà. C'est pas mal. C'est On, déjà pas mal. on y revient après la publicité, si vous êtes d'accord. On fait une petite pause et on vous dit à tout de suite. Et vous êtes de retour sur Maxi Anti avec les experts automoto, émission produite par gtmac.fr. Cette émission est possible grâce à Speedy Martinique, API Pièces Auto Martinique, l'Arobase, le restaurant dîner-spectacle du Casino Batelière Plaza qui nous reçoit ce soir, mais aussi Label Web et GTMag. Label Web qui produit l'émission et GTMag qui la réalise. Eh ben, je rappelle qu'on est avec Lucas Niedou de l'Aver Martinique. On parle de promouvoir les mobilités électriques, d'informer l'ensemble des parties sur les possibilités et les avantages de tomber dans les nouvelles mobilités, on va dire, beaucoup plus vertueuses. On va voir aussi comment défendre les positions favorables à ce développement. C'est l'Aver, c'est le rôle de l'Aver finalement, hein, qui dépend de l'État finalement quelque part, non Oui, ou tout à pas? fait. Financé principalement par des fonds publics. Par des fonds publics, Voilà. donc l'État, hein, on est bien d'accord. Hein. Et puis on voit aussi comment vous arrivez à fédérer, on va voir comment vous arrivez à fédérer un peu les acteurs dans ce domaine. Je rappelle qu'on est avec Aurore Nietti, qui est mécanicienne moto, qui a ouvert son garage donc au Carbet, qui s'appelle Cali Garage. Cali Garage. Voilà. Et ben, donc on la voit tout à l'heure dans un petit moment avec un grand plaisir. Elle participe en plus à l'émission, elle a raison. Hein, donc, Elle a raison, c'est oui. l'objectif, hein, Elle a raison. de poser des questions. Elle est dans la mécanique, donc elle est dans cette énergie-là, justement. Alors, Lucas, une fois qu'on a dit tout ce qu'on a dit sur la première partie de l'émission, donc on a bien compris qu'il fallait passer sur des mobilités plus vertueuses. Et on comprend qu'on va le faire, qu'on est obligé de le faire, parce que 2035, c'est le tremplin à 2050, et 2050, c'est terminé. Emmanuel Macron vient de le rappeler, même s'il a parlé de souplesse à partir de 2035, on va y revenir. Mais en tout cas, les dates sont posées par l'Europe et on n'y reviendra pas. Et on casse aussi une idée reçue, c'est que l'Europe va revenir en arrière. Non, pour l'instant, il n'y a pas de penses-tu, signe. toi, de la position des constructeurs automobiles à propos de ça, qui veulent faire reculer le Alors, on y reviendra, si tu veux. Oui, On y reviendra, avec plaisir. bien sûr, on y reviendra. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que l'Europe ne fera pas autre chose pour l'instant que d'aller à cette date de 2035 et cette date fatidique, on va dire, pour le moteur thermique de 2050. Mais il y a une chose qui est difficile à comprendre. On lance le leasing social en France hexagonale et on l'a pas en Martinique. Alors là, je comprends plus. Grosse question. Alors en plus, moi, je fais un article Mm. en disant le leasing social arrive, les gars, c'est super et tout, et boum, pas de leasing social. Et là, je suis marron. On a été dans la même situation que vous. Ah. On s'est posé la question. Nous, déjà, dès la première vague de leasing social, qui avait très bien marché là-bas. Alors, on peut peut-être quand même rappeler ce qu'est le leasing social. Oui. Hein. Alors, le leasing social, en fait, c'est vraiment une aide de l'État qui est mise en place afin d'acquérir des véhicules, de louer d'abord, puis de potentiellement acquérir des véhicules électriques à moindre coût. Donc, le slogan de base qui était vendu, c'était le véhicule électrique à 100 € par mois, sans apport. C'est pour des gens qui ont peu de moyens financiers, c'est ça? À l'époque, Là, il faut des conditions de revenus. dans la première vague de leasing social, il y avait des conditions de revenus, il fallait travailler et il fallait faire un certain nombre de kilomètres par jour avec son véhicule pour aller au travail. Mais c'était quand même très large. Enfin, il y a beaucoup de gens qui pouvaient c'était rentrer large. dedans. Ouais, effectivement. Donc, alors, pourquoi pas en Martinique? Bah oui. On s'est posé la question. Donc, on a tout d'abord on s'est tourné vers l'État en leur Bah oui. demandant pourquoi pas nous. Ils nous ont répondu qu'ils avaient rien bloqué, donc le leasing était disponible, mais que c'est quelque chose qui se fait en partenariat avec les acteurs locaux, notamment les concessionnaires, et que là, visiblement, il y a quelque chose qui avait coincé. Donc, on ne sait pas quoi,
D'accord. Mais au niveau de la mise en place de ce leasing-là, il n'a pas eu lieu à la première vague. Et visiblement, il n'est pas encore mis en place sur cette deuxième vague. Alors, on ne sait pas, finalement, on a gratté pour savoir un peu ou... J'ai pas le fin mot de l'histoire. Parce qu'il fallait sortir une voiture à 100 € par mois. Est-ce que c'est Oui. possible concrètement avec les taxes supplémentaires qu'on a dues au À déplacement? l'époque, l'État il mettait quand même environ 15 000 € d'aide sur la table, Ouais, sur la quand même. voiture, au total. Donc Au c'était total. énorme et c'est ce qui permettait aux gens d'arriver, de ne pas mettre d'apport et de repartir avec un véhicule à 100 € par Mhm. mois. On a vu à ce moment-là, le nombre de dossiers était censé être de 25 000. Au national, il a été de 50 000. Oui, Il a c'est ça. été doublé. Ça a été, Et c'est là qu'on comprend qu'au final, il n'y a pas de frein au véhicule électrique à part le prix. c'est ça. Donc à partir du moment où c'est Oui. un prix abordable, bah, tout le monde y va. Les prix baissent. Les prix baissent. Les prix baissent. Alors, Donc, pourquoi les prix baissent? Parce que le prix des batteries baisse également. Mais pourquoi les voitures électriques sont si chères que ça? On peut se poser la question. Parce que si on regarde la durée de fabrication d'un véhicule thermique par rapport à un véhicule électrique, la durée de fabrication d'un thermique, c'est 5 jours. Il faut 5 jours pour fabriquer une voiture thermique. Et il faut 3 jours pour fabriquer une voiture électrique. Donc on peut se poser des questions quand même. Le modèle économique comment dire, qu'a le constructeur dans les mains lui permet quand même de gagner un petit peu d'argent que le au niveau constructeur ne veut salaire. pas augmenter sa marge, c'est ça que tu veux dire Alors, il y a le prix des batteries, le coût des batteries qui a été insupportable tout au début. Parce qu'il faut se rappeler quand même, Lucas, si tu es d'accord, c'est que les voitures électriques, au départ, c'était fait pour justement ne pas être pas cher. Oui. C'était fait pour avoir un véhicule hyper Bah, accessible. D'ailleurs, les premières Zoé, à Zoé, l'époque, elles étaient vraiment pas chères. elles n'étaient pas chères. Ouais, ouais, Elles étaient aux alentours de 12 000 euros. c'est ça. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé quoi derrière? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Et Bah, c'est le temps que je pense que l'industrie se mette en place, etc. Et puis il y a aussi, je pense qu'ils ont vu une perte financière au niveau des révisions. On a eu plusieurs exemples de véhicules électriques, Ok. première révision à 130 000 km. Alors là, c'est exagéré, Ouais. mais ça nécessite quand même beaucoup moins de frais au niveau de la révision. Oui, ils ont reporté sur le prix. Ils ont reporté sur le prix évidemment. parce que ils y perdent au niveau de la révision. Après, il y a quelque chose qui est inexplicable. Et là, moi, le jour où vous invitez les concessionnaires autour de la table, je serais ravi de m'entretenir avec eux. Mhm. Les véhicules électriques sont 25% plus chers en Martinique que dans l'Hexagone. Ouais, alors ça, que les c'est- thermiques, c'est 5%. Ouais. Qu'est-ce qui explique ça? On nous a longtemps dit conteneurs réfrigérés, etc. On s'est rendu compte qu'au final, c'est pas le cas. Mhm. Donc au final, il n'y a pas d'explication. Ouais. Aurore te prêtera un casque ce jour-là pour pouvoir discuter avec eux. Après, bon, les concessionnaires, c'est un autre problème, effectivement. Il faudra qu'on aborde le sujet d'ailleurs dans une de nos émissions et on le fera volontiers. Et on t'invitera d'ailleurs et on fera venir un concessionnaire s'il y en a un ou deux qui veulent bien venir. Ce sera avec plaisir. Après, dans le schéma de construction des constructeurs européens, parce que donc, on avait compris que dans le marché électrique s'opposent finalement deux marchés globaux, marché européen donc avec les marques anciennes de type BMW, Peugeot, Renault, tout ce que vous voulez, Audi, etc., face aux modèles chinois. Et donc ils arrivent sur le marché avec des modèles qui sont parfois plus performants, qui sont souvent fabriqués par des jeunes startups au départ, même si ça devient des giga-entreprises derrière. Mais elles arrivent avec des modèles donc un peu plus efficaces, mais surtout elles n'ont pas le poids des véhicules thermiques et des véhicules diesel sur leurs épaules, C'est comme ça. les constructeurs européens. C'est un nouveau modèle. C'est un Ils nouveau sont modèle, li- donc- libres de faire un peu ce Il qu'ils faut veulent. bien comprendre nos constructeurs européens qui, eux, sont obligés de gérer cette fin 2035-2050 imposée par l'Europe, donc l'État. Et ils ont le thermique et le diesel à gérer, faire des fins de modèle, faire des fins de vie de modèle, transformer des modèles de thermique en électrique. Et puis ils ont investi massivement. Ils ont investi énormément. Au moment où on leur a dit qu'il fallait avoir des moteurs moins polluants, etc. Donc sur des diverses technologies. Donc moi je comprends leur état d'esprit. On nous a dit pendant des années qu'il fallait investir, ils ont mis en place des chaînes de développement, ils ont amélioré les moteurs. Et là d'un coup on leur dit ça vous laissez tomber. Je J'ai comprends vu- que ça j'ai- puisse leur poser problème. À la Transat, il y a un stand où il y a des véhicules électriques. Je ne vais Mm. pas citer le nom, mais les véhicules sont vraiment au top. Enfin, c'est des belles voitures. Hein. Oui, j'imagine bien quelle est la marque, mais oui, alors sur la concurrence entre les véhicules asiatiques et les véhicules européens, c'est sûr qu'elle se pose, qu'il y a les mesures de protection qui ont été mises en place, notamment au Ouais. niveau du bonus qui n'est pas disponible sur ces véhicules-là. Mais c'est vrai que rapport qualité-prix, c'est difficile de concurrencer. Ah, tout à fait. Bon, après, à la décharge peut-être des modèles européens, on pourrait dire qu'on n'a pas de recul sur ces nouvelles marques, même si elles sont hyper, dans la communication, elles sont conquérantes du marché européen. On n'a quand même pas de recul. Quand vous achetez une marque plus connue, on va en citer une, Peugeot ou Renault, vous avez quand même du recul sur la fiabilité du modèle, etc. Alors, ça n'empêche pas qu'il y ait des soucis aussi, hein, mais je veux dire, voilà, globalement, il y a ça.
Enfin, les garanties sont là aussi pour les véhicules chinois en particulier. Donc maintenant, c'est 8-10 ans de garantie. Ouais. Là, il y a des promotions en ce moment sur l'île, c'est 10 J'ai ans de trouvé- garantie. J'ai trouvé ma voiture électrique. Ouais. La hipster, si elle sort. La quoi là? La hipster. Ah, la hipster, oui, Si effectivement. elle sort, c'est parfait pour ici. Alors, on revient donc à la Vert. Donc, alors, cette différence de prix justement entre les véhicules électriques et la Martinique et l'Hexagone, on n'a vraiment pas gratté, on ne sait pas. Parce qu'il y a toujours cet effet en Martinique du produit nouveau. Oui. Et comme il est nouveau, on a tendance à prendre une marge un peu plus importante. Est-ce que ça pourrait être une piste? Mais globalement, tout est plus cher. Donc ça reste un peu dans cette lignée-là. Mais sur les véhicules, il faudra avoir quand même des pistes d'explication sur la différence de prix. Parce que ça amène une difficulté sur l'équipement des personnes. Parce que le véhicule électrique est déjà cher de base, mais là, il est encore plus cher. Donc à ce moment-là, ça devient compliqué. On va poser la question au concessionnaire, on va essayer, on va voir, essayer de faire un article ou deux sur gtmac.fr pour voir, essayer de trouver la solution à ce sujet-là. Parce que 25%, c'est vraiment énorme. Et donc, évidemment, c'est... un quart du prix. Ouais, c'est grosso modo, j'ai vérifié, on passe de 27 à 33. Ouais. Certains véhicules, et puis voilà, ça se suit sur les différents modèles. Donc ça, c'est clair que c'est un frein à l'équipement. Après, je pense qu'on est aussi dans une logique différente de l'Hexagone, où ici, il reste quand même un certain nombre de véhicules thermiques à écouler, etc., avant de passer vers ces nouvelles technologies, et qu'il ne faut pas aller vers on va dire, un développement durable au détriment du développement économique, parce qu'il y a des personnes derrière, il y a tout un système qui est mis en place. Donc c'est là tout l'attrait de l'association et des différents membres fondateurs, c'est d'avoir vraiment une transition qui se fait en douceur. Aurore va s'exprimer. Oui, j'ai encore une question. Il faut bien parler en face du micro, Aurore, par contre. Est-ce que il y a tout un circuit d'entretien derrière avec des mécaniciens, est-ce qu'on trouve toute l'aide? Parce que ça peut être peut-être un frein aussi pour que les gens achètent des voitures électriques en se disant je ne vais pas avoir de soutien si ma voiture tombe en panne parce qu'il n'y a pas toujours les compétences sur l'île. Est-ce que c'est... Alors, juste une chose avant que Lucas réponde, il y a déjà moins d'entretien sur un véhicule électrique. Évidemment, il n'y a pas de vidange, il y a des pièces d'usure qui sont vraiment en moins sur le plan du moteur, mais Lucas, je te laisse répondre. Les pièces mobiles au niveau du moteur n'existent pas, donc c'est des sources de panne en moins. Par contre, tout ce qui est contrôle technique, entretien des véhicules, etc., ça se met en place. C'est sûr que le mécanicien bokeh, comme on dit ici, le petit mécano, il va avoir plus de difficultés. En revanche, il peut intervenir sur tout ce qu'il connaît du véhicule, c'est-à-dire tout ce qui est roulant, bras, freins, etc. Il intervient sans aucun problème. Oui, c'est que sur la partie électrique où lui faudrait une formation supplémentaire. Voilà, plus sur les petites... donc les électromécaniciens ont de beaux jours devant eux à ce niveau-là, mais c'était déjà le cas sur tous les véhicules récents. Par contre, il n'y aura personne qui va aller ouvrir la batterie. Ça, c'est clair et net. Il semblerait qu'il y aurait certaines entreprises qui vont se positionner sur ce point-là. Mais même dans l'Hexagone, c'est également le cas. Donc les batteries, s'il faut aller vérifier dans la batterie, ça va se faire à l'usine. Donc les batteries sont souvent renvoyées et puis traitées à ce moment-là. Et pour le recyclage, tu parlais... Alors, on y reviendra au recyclage, tu étais d'accord un petit peu. T'étais pressé, Eric, hein? C'est passionnant, donc on a envie de savoir. Bah oui, mais avant de parler de recyclage de batterie, on va en parler, parce que c'est impératif. Je voulais savoir quels sont finalement, pour la Vert, les réels avantages de passer en mobilité électrique en Martinique. Avec tout ce qu'on vient de se dire, on a dit plein de choses, positives, négatives, etc. On a vu les prix, par exemple, c'est un point vraiment négatif, partout ailleurs aussi d'ailleurs, mais en Martinique en particulier. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est que quand quelqu'un a un particulier... Est-ce que c'est pas un état d'esprit au départ, je veux dire? Est-ce que c'est comme pour le recyclage? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font pas de recyclage en Martinique. Enfin, moi, je vois dans mon bâtiment, c'est peut-être pas représentatif, je sais pas, on doit être quoi? Une quarantaine de personnes, enfin, je veux dire, d'appartements. On doit être 3 à faire le recyclage. Voilà, donc on trouve des poubelles même posées par terre parfois. C'est un vaste sujet, les déchets, dans lequel je ne me lancerai pas. Surtout pas. Une autre problématique martiniquaise. Mais pour le coup, quels sont les avantages pour les véhicules électriques? Nous, déjà, quand un particulier nous pose la question, sur tout ce qui est entreprise, public, etc., niveau fiscalité, c'est intéressant. Mais si c'est un particulier, on va essayer de dresser un profil. C'est quelqu'un qui a, par exemple, un retraité qui roule pas beaucoup, etc. On va lui dire, c'est pas intéressant de passer un véhicule électrique tout de suite. Attendez un petit peu, ça viendra. Si c'est quelqu'un qui va pas rouler beaucoup, qui travaille très proche de chez lui, c'est pas intéressant.
C'est pas intéressant pourquoi ? Parce que le rattrapage, que ce soit sur le plan écologique ou financier, il va être beaucoup plus lent. Parce que D'accord. c'est quand on roule que le rattrapage s'effectue. Quand on a quelqu'un, par exemple, qui habite en commune assez éloignée, qui travaille au centre et qui va faire un certain nombre de kilomètres par jour, tous les jours, de façon répétitive, il va y trouver son compte sur le plan économique. Parce que typiquement, au 100 km, c'est 3 € l'électrique, Oui. alors que l'essence c'est 10. Oui. Donc voilà, là, le rattrapage il va être énorme et le prix au final qui est plus cher va être compensé par ça. J'arrive à tes batteries, hein, je te rassure. Mais finalement, si tout le monde passait à l'électrique demain, qu'est-ce qui se passerait en Martinique ? Alors le réseau il exploserait, mais Parce que je sens qu'Aurore va y passer là, je le sens. Donc, c'est quelque chose qui se fait. Mais bon, si dans l'absolu le réseau pouvait assumer que tout le monde passe à l'électrique demain, ben, on aurait une qualité de l'air qui serait largement meilleure. ouais. Donc toutes les maladies liées à cette qualité de l'air-là en moins. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier quand même pourquoi au départ on a voulu faire cette transition énergétique vers des nouvelles mobilités plus vertueuses. C'est d'abord pour protéger la population, il ne faut pas oublier oui, ça. tout à fait, ouais. Les rejets de NOx. Et ça, c'est l'argument On que oublie, je mets hein, on le plus l'oublie souvent maintenant. en avant, notamment au niveau de nos élus. C'est toutes les pauvres personnes qui habitent autour de la rocade. On sait que parce que le sujet des transports et de la mobilité en général, c'est vraiment un sujet social. Souvent, c'est les personnes qui n'ont pas les moyens, donc qui vont déjà être souvent mal soignées. Tout le côté où on a l'incinération des déchets. Derrière ça se rajoute une brume de sable, plus une pollution due aux véhicules qui sont là toute la journée, du matin au soir. Là, on a un cocktail qui est vraiment explosif. Oui, puis on vit les fenêtres ouvertes, hein, honnêtement. Je pense que les personnes âgées, ou personnes à retraite, tout simplement, ils vivent les fenêtres ouvertes. On ne vit pas enfermé à la clim toute la journée, ça n'existe pas. Je vois même Non, certaines écoles. Ah oui, Oui, je suis d'accord. Hein, ouais. Il y a certaines écoles qui sont en bord de route. Où les enfants ils sont là en train de jouer au bord de la route. On ne peut pas faire autrement parce que c'est là que l'école est placée. Bien sûr. Mais si on avait des véhicules qui leur envoient pas du gaz d'échappement toute la journée dans la tête, ben, ce serait à mon avis positif. Alors raisonnablement, on peut espérer quoi en Martinique en termes de nombre de ventes de véhicules électriques dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent ? 2035, est-ce que c'est jouable ? On estime à combien je crois que l'AVER dit 8000, je crois, 8000 véhicules vendus en 2035. C'est ça. Est-ce que c'est jouable ? Est-ce que c'est atteignable ? Pour l'instant, les chiffres sont plutôt positifs parce qu'on est sur la tendance haute par rapport aux projections qu'on avait. Vraiment, l'intérêt, c'est qu'il y ait un développement en parallèle, donc énergie renouvelable, mobilité durable. Et on va vraiment, nous, en tout cas à l'AVER Martinique, penser comme un tout. C'est-à-dire le véhicule électrique, c'est pas une fin en soi. Si quelqu'un n'a pas le choix, il doit utiliser sa voiture forcément, autant qu'il soit dans une voiture électrique. C'est notre façon de penser. Après, s'il peut enlever une voiture sur l'autoroute pour éviter la congestion, parce que la congestion, qu'elle soit en véhicule électrique ou thermique, c'est la même. La congestion, elle entraîne une congestion économique. Donc l'idée, c'est vraiment amélioration des transports en commun. Comme l'agrandissement du TCSP. Agrandissement du TCSP, ça en fait partie, des reports modaux, donc permettre aux gens de pouvoir utiliser d'autres modes de transport, covoiturage, etc. Donc il y a plein de solutions qui peuvent être mises en place. Est-ce qu'on pourrait arriver à une interdiction des véhicules thermiques, véritablement ? Est-ce que le 2035? préfet pourrait prendre une direction, enfin pourrait prendre cette direction-là, c'est-à-dire une interdiction des véhicules thermiques ou par plaque d'immatriculation ? Je pense pas. Pair impair. Je pense pas que ce sera si radical, mais en fait, la transition qui va se faire en 2035, c'est pas une interdiction de conduire les véhicules thermiques, c'est une interdiction de vente. Donc à partir du moment où vous allez en concession... Vente de véhicules neufs, on entend vente bien. de véhicules neufs à carburant fossile. Donc à partir du moment où vous allez en concession, il n'y a pas de véhicules thermiques, de façon automatique et en douceur, on va avoir une conversion du parc. Pendant un moment, on va encore avoir des essences, des diesels qui vont continuer de rouler. Et puis au fur et à mesure, quand ils vont tomber en panne, être en fin de vie, ils vont être remplacés et forcément remplacés par des véhicules électriques. Donc on va dire que 2035... ça va prendre 20 ans, 20-25 ans pour qu'on n'ait plus que des véhicules électriques. Alors, on rappelle à nos auditrices et nos auditeurs que, évidemment, si vous avez un véhicule hybride déjà acheté et un véhicule électrique déjà acheté, enfin pas électrique, mais thermique, voire même diesel, vous pourrez continuer à rouler après 2035. Bien sûr. Ça concerne vraiment les voitures neuves. Il y aura encore des pièces, il y aura encore des mécaniciens, il n'y a pas de souci à avoir avec ça. Ça va vraiment se faire dans une dynamique sur plusieurs années. On fait une petite pause publicitaire, puis on revient dans un petit moment. On va parler des fameuses batteries lyriques, parce que je vois bien qu'il a. Puis après, on passera donc au garage d'Aurore, donc avec plaisir. On fait une petite pause, à tout de suite.
Vous êtes de retour sur Maxi Anti avec les experts automoto, émission produite par gtmac.fr. Cette émission est possible grâce à Speedy Martinique, API Pièces Auto Martinique, et l'Arrobase, le restaurant Dîner Spectacle du Casino Batelière Plaza, mais aussi la Belle Web et gtmag.fr. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Lucas Niédu, qui est donc chargé de mission à l'AVER. Et on parle de la voiture électrique en particulier, parce que pour l'instant sur le marché, c'est le modèle qui est le plus fiable, on va dire, le plus viable, puisque l'hydrogène est plutôt réservé aux véhicules industriels. Et voilà. Bon, donc, après, il y a les nouveaux moteurs qui arrivent, les prolongateurs d'autonomie. Donc là, cette fois, c'est un moteur électrique, mais qui est aidé par un moteur thermique. On inverse les choses. De l'électrique aidé par de l'essence. Bon. Pas convaincu. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont convaincus, mais d'autres qui ne le sont pas, et je pense que vous ne l'êtes pas. On peut en parler peut-être un petit moment. Et puis, on a la chance d'être avec Aurore Rognetti, mécanicienne moto. C'est rare quand même d'avoir une mécanicienne moto. Alors, les mécaniciennes auto, on en a déjà reçu dans l'émission, auto. Mais moto, c'est la première fois. On va ouvrir le champagne. À boire avec modération, bien sûr. On y revient dans un tout petit moment. Alors, on a parlé de tout ça, des nouvelles mobilités, et la question que se posent beaucoup de nos auditeurs et de nos auditrices, c'est qu'est-ce qu'on fait des batteries? Qu'est-ce qu'on va faire dans 25 ans des batteries, dans 10 ans, dans 15 ans? Comment ça va se passer? Est-ce qu'en Martinique, on a pris conscience de ça? Est-ce que les autorités ont pris conscience de ça? Est-ce qu'il y a des usines de recyclage? Alors, il y en a quelques-unes en France qui se sont montées, heureusement, et en Europe. Mais est-ce qu'en Martinique, on a une usine de recyclage qui arrive? Je ne sais pas, qui va embaucher 800 personnes et qui va permettre de faire du recyclage? A priori, non. Non pas dans ça fait sourire, mais ça serait bien d'en avoir une avec une centaine de personnes, ça serait bien déjà. C'est vrai, mais pour le coup, on s'oriente beaucoup plus vers renvoyer les batteries dans l'Hexagone pour qu'elles soient traitées dans les usines. Ouais. Là où le recyclage est le possible. Avant, ça va avoir encore une fois un coût de transport, ça va avoir un coût sur l'écologie. Ça va avoir un coût sur le CO2. Ouais. Mais il faut savoir qu'actuellement, il y a des réflexions qui sont faites pour réexporter nos déchets. Ouais. Parce qu'on a des soucis de ce côté-là. Donc, on reste dans la même dynamique, même si c'est pas évidemment pas la meilleure. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le taux de recyclage des batteries, par contre, est très, très intéressant. Quand il est fait dans les usines qui sont en capacité. On peut récupérer entre 80 et 90% de ce qui est utilisé pour la création de la batterie. D'accord. Donc au niveau recyclage, c'est intéressant. C'est quand même intéressant. Localement, en tout cas pour l'instant, il n'y a pas de filière, elle reste à créer. Ça serait très intéressant de la créer. Mais on s'oriente plus vers une dynamique de réexpédier les batteries dans l'Hexagone. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de startups qui travaillent là-dessus. Pas que des startups d'ailleurs, des grosses entreprises déjà dans le recyclage, mais il y a beaucoup de startups qui bossent. Il y en a une en particulier, on a fait un article la semaine dernière, c'est Bi-Énergie qui est à Avignon et qui propose de faire revivre les batteries en fait, grâce à des impulsions électriques. Alors bon, c'est un procédé breveté. En fait, en gros, on prend une batterie, on lui injecte un certain nombre de pulsions électriques avec un certain nombre d'ampères, etc. Enfin, c'est très étudié bien sûr, et ça a l'air de fonctionner. Et donc, ça permettrait de redonner 95% de taux de vie à une batterie. Donc, ça pourrait être une solution de réutilisation. Ouais. De la batterie de base. C'est incroyable, j'avoue, j'étais pas au courant. Alors là, voilà, oui, ça c'est tout neuf. D'accord. Et là, j'ai trouvé ça génial. En plus, c'est une entreprise française. Ouais. Donc, à voir encore si la viabilité du projet a son terme. Le recyclage des batteries, j'ai vu que c'était très technique et qu'il fallait vraiment des sociétés impressionnantes et spécialisées, vraiment, qui avaient différentes techniques déjà pour. Sur les batteries, il y a plusieurs choses. Il y a les technologies déjà qui évoluent. Donc, on parle de batteries au sodium, etc. Donc, des batteries avec moins de terres rares, plus efficaces. Moi, ça, je suis convaincu qu'on va y arriver parce que déjà, on ne pensait pas qu'on atteindrait des autonomies si importantes aussi vite. Donc, ça c'est vraiment un secteur en développement avec notamment les Asiatiques en tête de proue. On est à 1200 km d'autonomie aujourd'hui. Exactement. Donc, alors qu'à l'époque, on pensait arriver à 350 en 2035. Non, mais c'est tout neuf. Et je vous annonce en plus que, encore une fois, une start-up qui crée une batterie sans terres rares. Ouais. Avec une même autonomie, 600 km. Donc, donc forcément, dès qu'on est sur des marchés avec des difficultés, on a forcément des gens qui cherchent, qui trouvent. C'est ça. Cette force-là en Europe aussi. Ce qu'il faut prendre en compte sur le plan local aussi, c'est que le recyclage, il ne va pas intervenir forcément quand la batterie est en fin de vie pour le véhicule, parce qu'elle peut avoir une vie après l'utilisation dans le véhicule. On considère qu'en dessous 70% pour le véhicule, c'est plus, on va dire, c'est plus intéressant. Et à ce moment-là, on peut récupérer les batteries pour faire du stockage d'énergie photovoltaïque. Exactement. Et à ce moment-là, parce qu'on a un gros besoin de stockage, parce qu'on a quand même une énergie qui est perdue au moment où on a le pic de photovoltaïque, notamment à midi en Martinique.
Et c'est très intéressant de la stocker pour qu'elle soit réinjectée dans le réseau le soir quand il n'y a plus de soleil. Donc là, elles vont pouvoir connaître un deuxième cycle de vie. Puis une fois qu'elles sont vraiment en fin de vie, là, il faudra les recycler. Et donc, il n'y a pas de solution alors qu'on crée des entreprises ici. Moi, je me suis toujours posé la question pourquoi, par exemple. Alors, on va changer de sujet légèrement, mais quand même, ça se rejoint. Je me disais, mais on fabrique une fusée, la fusée Ariane. Donc, pourquoi on n'a pas une entreprise ici en Martinique qui pourrait faire une partie de cette fusée Pourquoi pas délocaliser sur les différents départements d'outre-mer cette fabrication-là, comme ça se fait pour les Airbus en Europe. Je veux dire. J'avoue que là, pourquoi on le fait pas, le sujet m'échappe, j'ai pas la réponse. Il a proposé. Non, parce que je veux dire par là, nos vous avez compris le fond de ma pensée. Le fond de ma pensée, c'est de dire, mais pourquoi pas monter une entreprise de recyclage de batteries pour recycler d'abord les nôtres, puis ensuite celles des autres îles, par exemple, et puis celles de France et d'Europe, pourquoi pas, pour faire l'inverse? J'ai peut-être une piste, un début de piste, c'est qu'il y a déjà eu des entreprises privées qui se sont placées ici sur le recyclage de déchets. Oui, Ça a fonctionné un temps, et puis à un moment où ça a été plus difficile. c'est ça. Donc peut-être que les gens qui potentiellement ont les fonds pour investir, ils y retrouveront peut-être pas une rentabilité, donc ils sont peut-être un peu frileux. Après, vu que c'est quand même quelque chose d'avenir, je pense qu'il y a moyen que ça puisse fonctionner. Après, L'actualité de l'AVER sur les semaines qui viennent, il y a des choses qui arrivent. Oui, sur les semaines qui viennent, toujours formation. Donc je me déplace particulièrement dans les lycées. On n'a pas de gros événements en vue, ça sera plutôt pour l'année prochaine. Donc sur les différents salons, journées véhicules électriques, etc. Mais là, on est en train de passer une certification Calliope. Donc pour vraiment être organisme de formation et avoir des formations qui sont accréditantes. Donc c'est vraiment ça la grosse actualité. Il y a des projets de communication non, pour l'AVER aussi, c'est-à-dire faire des communications grand public justement pour aider à la compréhension, ou je sais pas, un peu comme faisait la sécurité routière à une certaine époque, Eric, où, on était prévoyant en faisant des grosses opérations de communication qu'on ne voit plus d'ailleurs non plus à la sécurité routière. C'est de moins en moins vrai, ouais. Non, pas de moins en moins, de plus en plus, moins. Il n'y en a plus du tout même. Malheureusement, hein, malheureusement. Donc non, pour l'AVER, non, il n'y a pas de grande communication. Niveau communication, ça passe principalement par les médias, comme ce soir. Et puis après, on va faire beaucoup de livrets guides, en fait. Livrets sur les idées reçues, revenir sur ces idées reçues-là. Ça, c'est quelque chose qu'on va distribuer ou alors envoyer aux différentes personnes qui sont intéressées par le sujet. Et donc voilà, niveau communication, ça va être plutôt ça. Eh bien, c'est Nicolas, ça y est, je recommence. C'est Lucas Niédu, de l'AVER Martinique, chargé de mission à l'AVER Martinique. Merci, il reste avec nous, parce qu'on a fait le tour quand même un petit peu, Lucas, je pense. On a fait un beau tour. Bon, on a plein d'autres choses à dire, donc on va te réinviter, parce que je voudrais rentrer un peu dans le dur aussi. Effectivement, il y a le problème des marges qu'on a eu sur les concessionnaires, sur les véhicules électriques. Il y a plein d'autres sujets qu'on n'a pas abordés et qu'il faudra absolument qu'on aborde avec l'AVER. Et puis être confronté, l'AVER, peut-être à la réalité des soucis du concessionnaire. Ouais. Il en a quelques-uns aussi. Volontiers, ouais. Le transport en particulier, etc. Enfin, on pourrait essayer d'organiser cette table ronde là, qui pourrait être très intéressante. Ça tombe bien parce qu'elle est ronde notre table, donc voilà, c'est le cas de le dire. On se tourne vers une jeune femme plutôt hyper dynamique, sûrement passionnée de moto, Aurore Nietti. D'ailleurs, elle roule qu'avec des motos, c'est ça? C'est ça. Donc alors, quel est ton parcours? Parce que donc, tu décides de monter un garage automobile au Carbet, Cali Garage. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai fait 25 ans dans la Marine nationale et au bout de 25 ans, besoin de changer d'air, même si j'avais pas mal voyagé, là j'avais besoin de me poser. Alors attends, la Marine, alors t'as fait quoi dans la Marine? Alors je m'occupais de tout ce qui était communication, donc tout ce qui était réseau satellite, internet, radio, donc rien à voir avec la mécanique. D'accord. Un petit peu quand même. Hein. La logique de réparation reste la même, mais sinon, voilà. Et puis voilà, comme je disais, au bout de 25 ans, envie de me poser, parce que pendant 25 ans, je déménageais tous les 3 ans, ou j'étais absente tous les 6 mois par an, donc j'avais envie de rester un peu plus tranquille. Et j'avais surtout envie de faire quelque chose qui me ressemblait, qui était ma passion. Moi, je conduis des motos depuis l'âge de 20 ans. Et comment tu faisais sur les bateaux pour conduire les motos? Je prenais mon mal en patience et j'attendais de rentrer. Ah oui, je me doute bien. Malheureusement. T'emmenais pas ta moto sur le bateau? Non, j'avais plein de photos. Ah non, bon. Pourquoi
pourquoi la Martinique alors Pourquoi la Martinique? Parce que j'ai terminé la marine ici et que. Mais qu'est-ce que je fais? Et que, Elle était voilà, sur le port, elle était sur le port, elle dit, bon, je suis descendu de mon voilà, bateau, qu'est-ce que je fais? Rentrer en métropole, non, ça c'était pas concevable pour moi parce que Ouais. j'ai vécu dans d'autres îles, donc je savais que j'allais pas rentrer en métropole. Puis j'ai rencontré mon chéri Ah, ça qui arrive, m'aide hein. beaucoup au niveau du Ouais. garage et qui m'a beaucoup soutenue dans cette idée folle d'ouvrir un garage parce que sans lui, il n'y aurait pas. Il n'y aurait pas parce que c'est. Derrière c'est chaque chez grande nous. femme, il y a un grand homme. Voilà. D'habitude, c'est l'inverse, mais là. En fait, ils ont construit le garage à deux. Donc Voilà, oui, on a d'accord. construit le garage ensemble. Mais lui, il n'est pas dans la moto, lui. Il est pas, enfin, je veux dire, il n'est pas dans la mécanique. Il est prof de génie mécanique. D'accord. Voilà, Bon. et il fait aussi de la réparation et de la rénovation de voitures anciennes. D'accord. Et du coup, voilà, il il a a quand même une plus ce affinité, qu'il faut voilà, bien dans sûr. les Et il est connaissances. motard, hein. Il est Motard, motard, je crois. évidemment, Motard, ça bien. c'était une évidence. Et donc voilà, donc il m'a dit, si tu quittes la marine, pourquoi ne pas ouvrir ton propre garage? Et je dis, mais ça va pas. Et en fait, si, Ouais. en moins d'1 an, on a construit le garage. C'est un garage qui nous ressemble parce que C'est à aller voir presque. Oui, il faut Parce venir qu'il y a parce une qu'il y a une âme. décoration, il y a une âme. C'est pas du tout. Ça on a ressemble, reçu ça ceux de ressemble à moto, donc Aurore, c'est c'est pas ça du que tu veux me tout- dire? C'est pas du tout la même chose que ceux de moto où c'est un petit garage où on est accueilli différemment, où on n'est pas un client, on est presque un ami plutôt. Ouais. Et il y a la décoration qui va avec cette passion. Donc c'est assez intéressant à aller voir, à passer voir. Ça vaut le coup déjà juste pour ça. Alors justement, parce qu'on parle de ça, mais qui vient dans le garage alors? Parce que est-ce que c'est un garage de filles au départ ou pas du tout? Oh, pas du tout. Non Pas du tout. Tu sais que ça existe, un garage de filles. Oui, voilà, c'est c'était spécialisé. Non, alors je vais jouer un petit peu sur ce créneau parce que Ouais. par exemple samedi, je fais une masterclass pour comment faire, pour apprendre aux filles comment faire son entretien sur les motos. Que je vais ouvrir aussi après aux hommes parce que j'ai eu Ils en ont besoin quelques petites réclamations et pourquoi pas nous. Non, c'est garçons, filles, c'est tout le monde, c'est tous les passionnés, c'est tous ceux qui ne peuvent pas être pris par les concessionnaires pour diverses raisons parce que les concessionnaires ici manquent de temps. Déjà, c'est toute marque, hein, ton garage. Moi, je fais toute marque, voilà. Et tu prends aussi des motos anciennes, des motos de collection qui ne peuvent pas aller chez un concessionnaire. C'est ça, oui. Et est-ce que tu répares les motos électriques? Alors non, pour Ah. la bonne et simple raison qu'il faut, comme on disait tout à l'heure, il faut une qualification en plus Ouais. pour mettre les mains dedans que je n'ai pas. D'accord. Peut-être qu'il va falloir que je me pense sur Il va l'information. falloir il faudra que ça arrive, sûrement. hein. Mais voilà, pour l'instant, non. Et Mhm. encore une fois, je crois qu'il n'y a pas pour l'instant une réelle demande en Martinique. Donc j'ai un petit peu de temps encore. Oui, c'est Mais, vrai. mais voilà, oui, toute marque, tout âge. Et je me considère un petit peu comme... je dirais comme un docteur. Quand vous venez chez moi, faut m'expliquer, me parler pour que je puisse comprendre exactement votre problème, pour bien cibler. C'est ça, on laisse pas la moto dans un atelier derrière où on voit rien. On va expliquer ce qu'on. Le petit bruit là, le petit bruit qui est gênant. On est ouais, capable de nous expliquer. Et ils sont capables aussi de fabriquer de sablés, etc. ou des pièces, de fabriquer des pièces en 3D. Donc c'est assez intéressant. Ah ouais, hein, ça c'est bien quand même. parce qu'il y a Il y a une pièces imprimante qu'on 3D donc, c'est ça? On a une imprimante 3D. Par exemple, il y a des pièces qu'on ne trouve plus pour des motos de collection Ouais, et ouais. ils peuvent les fabriquer. Fabriqué, mais c'est excellent ça. Ça se passe au Carbet, mesdames et messieurs. Au Carbet. Incroyable la technologie qu'il peut y avoir au Carbet déjà. Non, mais c'est incroyable, c'est franchement incroyable. Et donc, alors, quelles sont les problématiques qu'on a sur une moto, là, en fait, concrètement, en dehors des vidanges classiques, hein, je veux dire, parce que c'est moins intéressant. Mais je veux dire, quels sont les problèmes qu'on peut avoir en Martinique? Il y a peut-être des problèmes particuliers? Le vieillissement. Le vieillissement qui les va peut-être motos vite. vieillissent très mal Avec parce l'air que iodé. avec l'air Voilà. marin. Et c'est vrai qu'une moto qui va être exposée en permanence à l'extérieur, oui. Ça veut dire qu'il faut un entretien supplémentaire sur sa moto, en fait, c'est ça? Ça veut dire Un peu comme qu'il sur un bateau, il faudrait oui, dessaler. voilà, il faudrait effectivement, c'est ça, ce serait le principe de dessaler, de regresser ce qui a besoin d'être graissé beaucoup plus régulièrement qu'en métropole. Mais après, si on bichonne sa petite moto, C'est vrai que ça rouille plus, c'est vrai que le métal, même l'aluminium, il vieillit mal, oui. vieillit très mal.
les plastiques aussi. Avec le soleil, tout à fait. Ouais. Deviennent cassants, la couleur s'en va. Donc il y a pas mal de problématiques sur une moto. L'électronique. Et oui, tout à fait, les avec tableaux la de bord avec pluie, le soleil, l'humidité, au bout d'un moment, ils ont une durée de vie moins importante que ce qu'on pourrait avoir on dans voit un très climat peu de vieilles plus, ouais. motos en fait en Martinique finalement. Alors, Lucas Niedu est toujours avec nous, hein, de l'Avers. Lucas, moto, t'es moto, toi ou... Oui, mais là-bas. Là-bas. Parce que bon, ici, j'estime que c'est quand même un peu plus dangereux. Ouais. C'est vrai qu'on a cette réputation quand même d'être une île dangereuse pour la moto. Pour plusieurs raisons, Ouais. pas que la route. Ouais. Donc voilà, ici j'évite. Mais D'accord. je suis Passionné j'aime beaucoup aussi. la moto, Ouais. beaucoup la moto et je trouve ça génial cette initiative et surtout l'idée qu'il y a derrière avec quelque chose de plus personnalisé. Et je pense qu'il y a ce manque-là, pas que sur les motos, mais sur les voitures également. L'idée, oui, c'est d'avoir un garage humain, en fait. Puis c'est délocalisé un petit peu parce que tout se passe sur Fort-de-France pour le monde de la moto et là au Carbet. C'est génial. Alors justement, j'allais poser la question, c'est génial, mais j'allais poser la question justement, alors, comment réagissent les hommes alors du coup? Alors les femmes, bon, on pourrait comprendre qu'elles aient une affinité particulière à venir chez toi, mais est-ce qu'un mec fait la différence? Est-ce qu'il est surpris? Parfois Surpris, oui. Ouais. Surpris surtout au premier contact téléphonique, Ouais. ils s'attendent plus à avoir la secrétaire au téléphone qui Ouais. prend le rendez-vous. C'est ça, Et c'est quand un je peu malheureux, mais commence, c'est un peu la vérité de la société. Non, mais après, non, ça se joue aux compétences. Quand Oui. les gens voient que je sais de quoi je parle, il n'y a pas de souci particulier. Puis bon, après, je dirais que j'ai 25 ans d'armée, donc 25 ans à travailler avec des hommes, donc je sais aussi, ça aide un peu. J'allais dire, comment les prendre, entre guillemets, mais Bien c'est oui, un peu oui. ça. C'est sûr. Et les femmes, elles, donc du coup, comment elles réagissent? Elles sont ravies sûrement. Oui, elles trouvent ça super et je dirais que le fait de discuter avec une femme, elles se sentent pas ridicules ou elles n'ont pas peur de poser les questions. Elles ont un peu plus de retenue quand elles sont devant un mécanicien. C'est ça. Qui n'aura pas le même regard sur elles ou qui. Voilà. Il y a la peur du jugement, tout simplement. C'est assez machiste, le monde de la moto, donc. Tout à fait, oui. Il y a des groupes qui s'organisent ici, je vois un peu sur les réseaux avec des groupes de motards, etc. Donc c'est il y en a quelques-uns, des clubs. Tout à fait, c'est pas mal. On les a reçus d'ailleurs dans l'émission. Ouais. Et il y a de plus en plus de femmes, de toute façon. Oui, ça s'est beaucoup démocratisé. Il y a de moins en moins ce regard 100% masculin, justement. Moi, quand j'ai commencé à faire de la moto, on était peu de femmes, c'était une exception. Déjà, il fallait trouver des motos adaptées aux gabarits. Oui, bien sûr. À des petits gabarits, alors que maintenant, plein de motos sont adaptées. Voilà, tout à fait. Oui. Alors, pourquoi on vient chez Kelly Garage? Quelle est peut-être pas la spécialité, mais la spécificité du garage par rapport à un autre garage classique? L'écoute et la qualité. Ouais, la qualité d'intervention, tu veux dire, bien sûr. L'écoute, parce que chaque client est spécifique, chaque client est particulier et je vais prendre le temps de discuter avec lui. Et la qualité, parce que je vais prendre le temps de travailler sur la moto. On peut voir ce que vous faites un petit peu, excuse-moi, on peut voir ce que vous faites un petit peu sur les réseaux, où elle montre par exemple des pièces avant extraction et après être donc on voit vraiment la différence de travail sur des petites choses peut-être qu'un concessionnaire normal ne prendra pas le temps de faire ou ne fera pas. Oui, tout simplement ce qu'il n'aura pas le temps. Souvent le concessionnaire n'a pas le temps, il va faire un entretien alors que nous on va aller beaucoup plus loin. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, on l'a vu avec l'histoire de l'imprimante. C'est déjà une volonté extraordinaire. Enfin, c'est super sympa. Le sablage. Habite au fin fond du Gros Mans, tu sais que ton Harley, elle roule plus parce qu'il manque tel truc. Bah, ça vaut le coup quand même. C'est exactement ça. C'est juste génial. Et justement, alors il y a un club, il y a quelque chose, il y a des choses qui se font à côté du garage, en dehors de ce que tu nous as dit tout à l'heure. Il y a des choses que tu organises ou que tu veux organiser. Il y a un avenir peut-être un peu différent que de la mécanique classique. Oui, alors il y a des projets. Qui viennent voir au Carbet surtout. Tous ceux qui ont le courage de monter au Carbet, mais tous ceux qui sont montés sont repartis satisfaits. Vraiment contents. Oui, j'ai eu des gens de Sainte-Anne, du Lorrain, oui, donc vraiment. En plus, ça fait la balade en moto, c'est bien, normalement.
Si elle n'est pas en panne. D'une pierre deux coups. C'est d'une Pierre pierre deux deux coups, coups. en ouais. général. Pierre de coup, ouais. Non, les projets, donc ça serait développer ces masterclass un petit peu Ouais. plus parce que je trouve que savoir entretenir sa moto, c'est aussi un gage de sécurité. Ça, je trouve que c'est génial. Donc Ouais, c'est une voilà, très bonne je idée. trouve qu'il faut mettre ça en Je crois place. qu'il doit vraiment y avoir de la demande, je pense. Ouais. Ça a bien pris. Donc Ouais, voilà. je pense. Parce que ça Et paraît logique. puis peut-être une fois par an, on est en train de voir pour monter une soirée un peu concert, Ouais. repère de motards. Génial. Voilà, l'idée est de faire un point de chute où les gens peuvent se rencontrer parce que on est assez individualiste, donc je trouve que maintenant c'était chouette de pouvoir se rencontrer. Et c'est ce qui a bien marché, qu'on a fait les portes ouvertes au mois de septembre. Ouais. Où des gens qui ne se connaissaient pas sont venus et ils sont restés. Ils ont passé 4 heures à discuter entre eux de motos, d'autres choses. Donc voilà, je veux recréer aussi ce lien. On a la chance d'être sur une île, donc recréer un lien, C'est c'est juste important. génial. Toute marque de moto. Toute marque, tout âge, oui. Ouais, c'était un bon moment. Il n'y a pas de piège. Il y a pas de piège. C'est-à-dire que tu fais vraiment toutes les marques. Si je viens avec ma BMW, tu vas me trouver. Je fais toutes la les pièce marques manquante tant ou la que c'est réparation. tant que c'est de la moto, pas du scooter, parce que malheureusement en faisant toute marque, je double, triple, quadruple le nombre d'outils. Donc si en plus Tu peux y amener toute marque parce qu'elle a la rigueur peut-être qu'elle a prise dans le travail et dans la marine sûrement, qui fait qu'elle va chercher, trouver et réparer. Donc c'est assez basique, mais c'est ce qu'elle va Oui. faire. Hein, c'est que tu vas partir de quelque chose, même si elle ne connaît pas, elle va trouver, elle va chercher la solution. il faut juste du temps. En fait, c'est vraiment en plus, elle c'est sera ça ce aidée que je par dis. Guillaume. hein, Oui. si on peut- Ouais, en fait, tu travailles avec lui quand même malgré tout. Enfin, il t'aide, ton Oui. chéri, mais tu es seul dans Je suis toute seule. Ouais, t'as pas voilà. une deuxième mécanicienne, par exemple. Non. Voilà. Non, D'accord. non. Pour l'instant, non. Peut-être dans un futur, L'agrandissement. voilà, avec l'agrandissement qui est en train de se préciser, oui. Alors, on peut donner l'adresse du garage, du coup, alors? Oui. Alors, donc au Carbet, c'est Oui. 11 lotissement Valentin. D'accord. C'est pas très loin du bourg. Pas très loin du bourg. D'accord. Voilà. Plutôt à droite, plutôt à gauche. Plutôt vers la route touristique de Saint-Pierre, derrière Aqualand. D'accord. anciennement ok. Il y a un numéro Aqualand. de téléphone où on peut te joindre Oui, éventuellement? donc le 05 96 54 47 34. Bon, bah voilà, on le redit une fois. Allez hop. 06 96 54 47 34. Voilà. Si tu as 10 000 appels, moi je prends 30% demain, bien sûr, ce qui est logique. hein. Les réseaux Donc, sociaux. Et les réseaux sociaux, donc on essaye beaucoup de Oui, je t'ai communiquer vu voilà, sur Facebook en Facebook particulier, et voilà. Instagram. Tout ce qu'on peut voir, c'est tout ce qu'on fait. Et on essaye de faire des petits événements. Là, il y aura peut-être quelque chose pour Noël qui va se préparer aussi. on va voir le Père Noël chez Cali Garage au Carbet avec Aurore Nietti. C'est génial. Merci en tout cas d'être venu. Merci. On arrive au terme de l'émission. Merci à tous. Je prends le fil de mon discours de fin d'émission. Donc merci à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi donc ce soir les experts automoto sur Maxi Martinique, bien sûr, en simultané vidéo avec gtmac.fr. Merci à Lucas Niedu donc de l'Aver Martinique d'être venu et d'avoir été aussi précis dans ses préconisations sur les nouvelles mobilités. Merci pour l'invitation. Bah, avec plaisir, puis tu reviendras de toute façon, je te l'ai dit. Volontiers. On va préparer cette émission qui sera un peu plus difficile peut-être, où tu auras peut-être des gens un peu plus durs pour répondre à tes interrogations s'il y en a. Merci donc à Aurore Nietti, mécanicienne moto. Donc elle a ouvert son garage de réparation moto au Carbet, vous l'avez compris, Cali Garage. Merci à Eric Rouget qui a permis de faire cette belle rencontre avec Aurore. Merci à vous. Top. C'est vraiment sympa. D'ailleurs, je propose à Aurore de venir faire un reportage avec GT Mag. Et on fera parce qu'on a une rubrique féminin qui tombe très très bien. Et on viendra faire un petit reportage et on va s'arranger. Avec grand plaisir. Avec plaisir. Ce week-end, retrouvez tout le sport avec RMC Antilles diffusé sur Maxi Antilles. Et dès lundi matin, retrouvez la matinale d'Apolline de Malherbe avec son invité politique. Et juste après le Super Moscato Show, et entre ces deux émissions, retrouvez l'Instant Auto, présenté par moi-même, donc à 7h05 et 8h05. À vendredi prochain, 19h. Bon week-end et on reçoit, je crois, la sécurité routière. Gendarme de la sécurité routière, avec Eric encore. Commandant de tous les motards de l'île. Allez, si Dieu veut, comme on dit chez nous. Merci encore, bon week-end à tous et à vendredi prochain, 19h. Bye bye.